Bonjour, je suis Valérie Barry-Perdereau, je suis pharmacienne et hygiéniste sur l'hôpital de Blois. Aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de l'UE pharmacologie pour vous parler des risques et dangers liés aux médicaments. Donc c'est un sujet assez vaste et délicat qui arrive peut-être un peu tôt dans votre formation puisque pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore été dans certains services de soins et certaines choses que je vais aborder seront peut-être un peu abstraites pour certains d'entre vous, mais ça vous permettra aussi d'arriver avec certaines notions de gestion des risques dans les services qui vous permettra aussi d'avoir une approche pas que infirmière entre guillemets, mais également gestion des risques. Donc pour commencer, on va parler du circuit du médicament, puisque c'est ce qui va nous intéresser pour savoir où se trouvent les dangers et les risques dans tout ce circuit. Donc la première des choses pour un médicament, c'est que dans un établissement de santé, en tout cas, il doit faire l'objet d'une prescription. Donc soit par le médecin, soit par d'autres prescripteurs qui peuvent avoir des droits limités à la prescription. La prescription, on reviendra après un petit peu plus tard, se fait selon une certaine logique. Et sous-tendu après la prescription à la dispensation du médicament qui se fait par la pharmacie centrale de l'établissement où travaillent donc des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie ainsi que des aides de pharmacie qui aident sur le volet logistique stockage. Une fois que cette étape est faite, le médicament est mis à disposition dans le service de soins à l'infirmière ou au médecin qui pourra administrer, donc on est à l'étape d'administration du médicament. Et ensuite, une fois que le médicament est administré, il y a un suivi et une réévaluation qui se font régulièrement pour savoir quelle est la tolérance et l'effet attendu ou pas du médicament. Et donc au milieu de tout ça, nous avons notre patient pour lequel chacun travaille et essaye de faire son travail de façon correcte. Pour le schématiser d'une autre manière, on a toujours donc ce schéma d'interdépendance. C'est pour ça qu'on est tous en collaboration les uns avec les autres, puisqu'on ne peut pas travailler les uns sans les autres pour pouvoir prendre en charge un patient de façon globale. Donc, ce qui va aussi beaucoup nous intéresser, notamment vous en tant qu'infirmier, c'est la règle des 5 B, qui prend donc le bon patient pour le bon médicament à la bonne dose, par la bonne voie et au bon moment. Ce que nous rajoutons à l'hôpital de Blois, nous parlons plutôt de la règle des 6 B, puisque nous rajoutons à ces 5 premiers un 6e qui est la bonne forme du médicament. Donc pour rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail du thème que nous abordons aujourd'hui, je vais vous définir la iatrogénie médicamenteuse. Donc c'est un nom qui est un petit peu barbare pour certains, qui vient du grec. Iatros, qui veut dire médecin, et génos, origine, c'est-à-dire que la iatrogénie médicamenteuse, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui est provoqué par quelqu'un. Donc iatrogène, c'est un adjectif qui qualifie un trouble, une maladie qui est provoquée par un acte médical ou par les médicaments, même en l'absence d'erreur du prescripteur. La iatrogénie médicamenteuse, c'est une pathologie ou toute manifestation clinique indésirable pour le patient qui est induite par l'administration d'un ou plusieurs médicaments. Le médicament, on connaît d'avance quand il est commercialisé et mis sur le marché, il a un résumé des caractéristiques du produit qui énumère ses indications, mais également ses contre-indications, les effets secondaires, les précautions d'emploi, les associations médicamenteuses qui sont à éviter. Donc à partir de tout cela, on sait déjà qu'une certaine partie de iatrogénie due aux effets indésirables ou aux contre-indications de ce médicament qui peuvent survenir. Après, il y a aussi une partie qu'on ne maîtrise pas forcément à tous les coups. Et puis, la stratégie thérapeutique comporte des risques connus et d'autres qui sont inconnus. C'est pour ça qu'on dit que certains seront évitables et d'autres ne seront pas évitables, mais une iatrogénie médicamenteuse pourra être introduite en connaissance de cause avec une surveillance adaptée et adéquate, justement, puisqu'on sait que l'on va induire un effet indésirable non évitable. Donc, dans ces événements indésirables médicamenteux ou événements iatrogènes médicamenteux, c'est vrai que ça parle un peu plus quand on parle d'événements indésirables médicamenteux,
On parle donc d'un dommage qui survient chez un patient qui est lié à sa prise en charge médicamenteuse, qui résulte de soins soit qui sont appropriés, puisqu'on sait qu'on va avoir un effet indésirable, mais on le prend en compte et on va le gérer de telle sorte que, parce que la balance bénéfice-risque permettra quand même d'avoir un effet positif pour la prise en charge du patient. Ou aussi, ça peut résulter de soins inadaptés ou d'un déficit de soins. Donc ça, c'est sur toute la chaîne que je vous ai présentée auparavant, que ce soit sur la prescription, la dispensation, l'administration ou le suivi réévaluation. Il en découle de ces événements indésirables médicamenteux qu'il y en a certains qui sont inévitables. Ce sont les effets indésirables ou les contre-indications inhérentes et connues liées aux médicaments utilisés, soit ce sont un événement indésirable qui est évitable, c'est-à-dire qu'il s'agit à ce moment-là d'une erreur médicamenteuse que l'on va détailler un petit peu après. La traduction clinique peut être variable, soit on a une aggravation de la pathologie existante, soit on a une absence d'amélioration de l'état de santé du patient attendu, soit on peut avoir la survenue d'une nouvelle pathologie, ou bien on peut aussi avoir une altération d'une fonction de l'organisme. Donc, comme je le disais, dans les effets qui sont inévitables, dès lors qu'on le connaît et que l'on sait qu'une pathologie nouvelle peut intervenir ou que transitoirement l'état de santé du patient peut se détériorer, on opère une opération de suivi et de surveillance rapprochée, puisque l'on sait ce que l'on attend comme effet indésirable et que l'on peut le pallier. Bien sûr, on ne va pas déclencher un effet indésirable si on n'est pas en mesure, sachant qu'il est inévitable, de le corriger. Ce qui est la différence avec ceux qui sont évitables, puisqu'on ne sait pas qu'on les déclenche. Donc, parmi les événements indésirables médicamenteux non évitables, donc, ça se traduit en général lors de l'utilisation normale du produit, puisque c'est quelque chose de prévisible ou qui peut parfois être inattendu, mais qui est connu. Il peut être plus ou moins grave, puisqu'on peut avoir des effets liés à l'effet principal du médicament, c'est-à-dire que c'est l'effet que l'on recherche, ou un effet secondaire, mais que l'on cherche à déclencher à partir de ce médicament. Effectivement, des fois, on utilise certains médicaments plus par rapport à l'effet indésirable qu'il peut donner. Par exemple, pour vous illustrer, des personnes, notamment dans des cancers colorectaux un petit peu avancés qui ont beaucoup de diarrhée, on va parfois leur donner un petit peu plus de codéine ou de morphine pour induire un effet de constipation supplémentaire. Donc ce n'est pas l'effet principal du médicament, mais on prend son effet indésirable pour créer un effet recherché pour contrecarrer une autre pathologie. Ensuite, on a des événements indésirables et des effets indésirables non liés à l'effet pharmacologique. On a des risques immunoallergiques qui ne sont pas connus jusqu'à ce qu'on les utilise chez tel ou tel patient. Et puis, on a des effets indésirables qui sont liés à la prise chronique de certains médicaments du fait de l'accumulation qui vont créer une toxicité. C'est le cas notamment chez des molécules anticancéreuses qui vont, par exemple, à terme, après un certain cumul de doses, créer des neuropathies au niveau des extrémités, par exemple. Donc, dans tous les cas, tous ces effets indésirables médicamenteux liés à une molécule font l'objet d'une surveillance et d'une déclaration de pharmacovigilance via un réseau qui est bien tissé au niveau national que je vous présenterai dans un second temps. Si l'effet indésirable est jugé grave, il peut aller jusqu'à entraîner le décès du patient si on ne le surveille pas bien ou mettre en jeu son pronostic vital. Il peut également créer une invalidité ou une incapacité importante et ou durable. Il peut provoquer un allongement de la durée d'hospitalisation ou provoquer une hospitalisation si l'effet indésirable se produit au domicile, alors que la personne ne devait pas être hospitalisée initialement. Et il peut également se manifester par une anomalie ou une malformation congénitale lorsqu'une femme enceinte prend un médicament pour lequel on n'a pas de recul sur les effets indésirables pendant la grossesse sur le bébé. C'est le cas de certaines molécules qui ont fait beaucoup parler d'elles dans les années 60-70, comme par exemple le thalidomide ou le distilbène. L'erreur médicamenteuse, donc là, on n'est plus dans l'effet indésirable, on est dans une erreur. Donc c'est un écart par rapport à ce qui aurait dû être fait au cours de la prise en charge médicamenteuse du patient.
C'est un acte qui entraîne un risque ou un événement indésirable pour le patient et qui, en général, n'est pas fait de façon sciente. Donc, c'est non intentionnel, c'est de toute façon évitable si on prend conscience avant de réaliser ou de ne pas réaliser ce geste que cela va entraîner une erreur. Il peut impacter toutes les étapes du circuit du médicament, comme je vous montrais au tout début, entre la prescription, la dispensation, l'administration et la réévaluation, le suivi. Et l'erreur peut être latente, potentielle ou avérée, c'est-à-dire que soit on la détecte avant, auquel cas elle n'aura pas lieu, mais on l'a identifiée comme pouvant créer une erreur médicamenteuse, c'est ce que l'on appellera les prescripteurs, c'est ce que l'on va voir par la suite, soit elle est avérée, auquel cas on la détecte a posteriori et l'effet est perceptible chez le patient. Donc, je vous ai à nouveau remémoré ce petit circuit de la prise en charge pour vous rappeler que sur tout le circuit de la prise en charge médicamenteuse, même si on parle de médicaments, on a souvent tendance à l'associer à la pharmacie, n'empêche que ce circuit du médicament, il regroupe bien toutes ces étapes. Donc, pour revenir à nos erreurs médicamenteuses, donc une erreur médicamenteuse latente, c'est ce que l'on disait, on parle parfois de presque ou de risque d'erreur. Il s'agit en fait d'une observation témoignant d'un danger potentiel pour le patient. L'analyse a posteriori de l'erreur permet de la caractériser ou de la qualifier par sa nature, son type ou la gravité de ses conséquences cliniques pour le patient. C'est une étape de réalisation dans la chaîne de soins souvent, et les erreurs médicamenteuses latentes sont souvent d'ordre organisationnel. S'il n'y avait pas eu un arrêt ce jour-là, l'équipe aurait été organisée différemment, donc l'organisation des secteurs aurait été répartie de façon différente, et ce patient-là aurait peut-être été vu en début plutôt qu'en fin d'administration des médicaments, admettons. Une erreur médicamenteuse potentielle, c'est une presque erreur, c'est-à-dire qu'elle est détectée et interceptée par un professionnel de santé, un patient ou son entourage, avant qu'elle ne survienne, avant l'étape finale d'administration du médicament. On n'a donc pas de conséquences pour la santé du patient. Lorsqu'elle est avérée, c'est qu'elle s'est effectivement passée et qu'elle est parvenue jusqu'au patient avant d'être interceptée. Les conséquences sont alors variables. On peut avoir une aggravation de la pathologie, une absence d'amélioration attendue de l'état de santé, la survenue d'une nouvelle pathologie ou de quelque chose qui n'était pas prévu, une altération d'une fonction de l'organisme ou une réaction nocive due à la prise d'un médicament. On peut, même s'il y a une erreur, n'avoir aucune conséquence, mais opérer quand même une surveillance rapprochée pendant quelques heures, quelques jours auprès d'un patient. Ce que l'on décrit en gestion des risques et qualité, c'est cette fameuse pyramide de Bird qui dit que pour 600 événements précurseurs, on a un accident grave. Et dans un service de soins, on dit qu'en moyenne, on fait dans la journée autour de 20 à 30 incidents qui peuvent arriver jusqu'à des accidents majeurs ou qui peuvent rester juste des incidents ou des presque accidents. Donc ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour que vous ayez conscience que lorsqu'on est acteur, alors d'autant plus quand on est dans le domaine de la santé, mais on n'est pas, on n'est pas invincible, on est juste humain. Il faut juste savoir analyser les comportements, les situations qui peuvent créer des erreurs pour pouvoir adapter son comportement et justement faire en sorte de se dire « Ah, là, je suis dans une configuration qui n'est pas bonne par rapport à ma concentration et à ce que j'ai à faire, donc je me mets à distance ou je m'écarte pour éviter une erreur. » Parce que arriver jusqu'à l'erreur alors qu'on la sentait venir, ou en tout cas qu'on se rend compte qu'on n'était pas dans des conditions optimales, ça fait beaucoup réfléchir par la suite et ça peut être plus compliqué pour accepter cette erreur. Le fait est qu'il faut partir tous en se disant que malheureusement, on fera tous des erreurs. Le tout, c'est d'apprendre de ces erreurs et de faire en sorte d'avoir un comportement qui repère les situations à risque pour éviter de produire ces erreurs. Donc les différents types d'erreurs médicamenteuses que l'on peut décrire, ce sont des erreurs d'omission, c'est-à-dire qu'on a oublié de façon inconsciente de donner un médicament. Donc ça ne vient pas uniquement du refus du patient, parce que ça c'est quelque chose que l'on va tracer,
et qui n'est pas une omission. Le patient refuse de prendre son médicament. Donc ça, on sait qu'il peut y avoir des conséquences derrière et on surveille. Mais on peut être en train de proposer un médicament à un patient, il y a une urgence dans le service où on est appelé. Du coup, on pose le comprimé soit sur le chariot ou ailleurs, ou soit il finit à la poubelle parce qu'entre-temps on revient et on ne le retrouve plus, donc on se dit qu'on l'a donné, on trace qu'on l'a donné, en fait on ne l'a pas donné. Ça peut être une erreur de dose, d'où l'importance de la règle des 5B et de bien vérifier notamment qu'on donne au bon patient, mais également à la bonne dose, puisqu'il existe par exemple plusieurs dosages pour un même médicament, ou lorsqu'on prépare des injectables, eh bien, il faut préparer la bonne dose à partir d'une présentation standardisée. On peut également avoir des erreurs de posologie ou de concentration lorsque l'on prépare des médicaments injectables en milieu liquide. On peut aussi avoir des erreurs de médicaments parce que certains noms de médicaments se ressemblent. On peut avoir des erreurs d'administration, donc ne pas administrer à la bonne heure, ne pas administrer au bon patient, ce qui rejoint l'erreur de patient derrière. On peut aussi avoir des erreurs de suivi thérapeutique et clinique, par exemple un patient qui est sous Préviscan ou Coumadine, c'est-à-dire des anticoagulants, des antivitamines K oraux, qui nécessitent un suivi de l'INR régulier. Si on ne fait pas ce suivi au moins tous les mois quand l'INR est stable ou de façon plus rapprochée quand il n'est pas stable, eh bien, on peut exposer notre patient à un risque hémorragique ou au contraire à un risque de thrombose parce qu'on n'a pas surveillé cette INR. On peut administrer un médicament périmé ou détérioré, auquel cas son activité, les composants chimiques, leur intégrité n'est plus assurée et on peut avoir du coup d'autres dérivés chimiques qui se sont formés. Et auquel cas, ça va créer une erreur médicamenteuse et une iatrogénie chez le patient. Et puis, on peut aussi avoir, donc ça c'est nouveau depuis qu'on est sous l'ère de l'informatisation, des erreurs qui sont liées à la manipulation des logiciels de prescription ou des dossiers patients informatisés. Grosso modo, on décrit que ces erreurs médicamenteuses donc, se répartissent de la manière suivante et on voit donc qu'à 70% au total, ces erreurs sont au moment de la prescription ou de l'administration et que les 30% restantes se passent au niveau de la préparation des doses ou de la délivrance à la pharmacie. Et il y a encore certaines zones d'ombre quant à la retranscription de certaines prescriptions ou de certains médicaments qui induisent des erreurs. Et puis aussi des erreurs par rapport à l'information que l'on a faite aux patients pour la surveillance de tel ou tel médicament. Au final, entre donc, ces événements indésirables inévitables et ces erreurs médicamenteuses évitables, celles qui peuvent créer des dommages et nécessiter un suivi rapproché, ce sont donc essentiellement les effets indésirables des médicaments connus, mais qui sont de fait inévitables si on les administre en toute connaissance de cause. Et puis parmi les erreurs médicamenteuses, il y a quand même une grande partie qui n'occasionneront pas de dommages vraiment importants auprès du patient, et puis certains, parmi les évitables, qui créeront des événements indésirables graves qui pourront aller jusqu'au décès du patient. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience quand on commence son métier d'infirmier. C'est vrai que la gestion des risques et la qualité prennent une part de plus en plus importante dans l'exercice de nos métiers au quotidien. On peut penser que c'est quelque chose d'annexe, mais finalement, quand on analyse nos comportements, quand on analyse certaines erreurs, on se rend compte que des fois, on est trop la tête dans le guidon, on veut faire notre métier, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et parce que si on a une prescription et qu'on a un patient hospitalisé, on veut lui donner un médicament, mais peut-être que des fois, il vaut mieux se poser les bonnes questions et prendre un peu de recul avant d'avancer sans se poser les bonnes questions et du coup arriver à l'erreur. Donc pour faire un petit peu de statistiques et de vision sur les impacts en santé publique en France, on nous dit qu'en 1971, sur les routes, on avait près de 17 000 décès sur les routes. En 2014, et j'ai même pas réactualisé, on est arrivé à 3 384 décès liés aux conducteurs sur les routes. Il faut savoir que les décès liés à la iatrogénie médicamenteuse, on est à une estimation entre 13 000 et 34 000 décès par an en France.
Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, quelque chose qui est entre nos mains et dont il faut prendre conscience parce que, ok, on est à l'hôpital, on peut réparer certaines situations, mais le fait est que si on les occasionnait pas, ça éviterait qu'on ait à les réparer et ça permettrait aussi peut-être de libérer un lit plus rapidement pour une autre personne qui en a besoin et de garder cette autre personne en bonne santé ou en tout cas en santé correcte par rapport à l'erreur qu'on aurait pu faire sur elle. Donc on a eu deux grandes études qui ont été faites en France en 2004 et en 2009. C'était une enquête nationale sur les événements indésirables graves liés aux soins. Donc il n'y en a pas eu de plus récentes de faites depuis. Et ce dont on s'est rendu compte finalement, c'est qu'on n'a pas eu une si grosse différence d'évolution entre 2004 et 2009. Alors que pourtant, entre 2004 et 2009, on a eu un certain nombre de décrets et de choses qui ont bougé au niveau de la prise en charge des patients, au niveau de la Direction générale de la santé et du ministère de la Santé et des Solidarités. Mais pour autant, on se rend compte que la différence n'est pas flagrante, voire même parfois, certaines choses n'ont pas évolué dans le bon sens entre 2004 et 2009. Donc, c'est ce que je vous disais, on a eu en 2004 une loi qui a justement demandé à déclarer et à surveiller ces événements indésirables liés à la iatrogénie médicamenteuse, mais c'est également une culture du risque qui n'est pas encore arrivée dans notre psyché française, on va dire, qui arrive de plus en plus et pour lequel on se pose et pour lequel on réfléchit de plus en plus et on analyse certains événements qui arrivent. Mais c'est vrai qu'on n'est encore psychologiquement pas 100% dans cette analyse de risque. Pour faire un petit comparatif par rapport aux États-Unis, donc en France, on estime qu'on va augmenter la durée moyenne de séjour, la DMS, d'environ 8,7 jours lorsqu'on expose un patient à un événement indésirable grave. Donc non seulement ça augmente sa durée d'hospitalisation, ça augmente le coût de son séjour également. Donc ce sont des coûts, l'événement indésirable est évitable et ça crée aussi des coûts qui pourraient être évitables pour notre caisse de santé, de sécurité sociale. Aux États-Unis, à peu près sur la même longueur, sauf que leur système de santé n'est pas tout à fait le même que le nôtre. On peut estimer qu'il y a des dépenses supplémentaires liées aux erreurs médicamenteuses qui peuvent aller jusqu'à environ 1,5 à 4 milliards de dollars par an. En France, on estime que c'est environ 0,5 à 1 milliard d'euros par an qui pourraient être évités de dépenser. Et aux États-Unis, on considère que la durée moyenne de séjour, la DMS, s'allonge d'environ 2 à 4 jours, alors qu'en France, on est plutôt sur 8 à 9 jours. Comment déclarer un événement indésirable? Donc c'est via le système de pharmacovigilance, donc c'est bien, il y a un réseau bien tracé au niveau national. On a dans chaque région un CRPV, un centre régional de pharmacovigilance, à qui on peut déclarer tout événement indésirable lié à un médicament. Donc soit on fait cette déclaration par mail, soit sur un formulaire spécifique. Quand on est dans un établissement de santé, on a un pharmacien désigné comme étant le correspondant de pharmacovigilance locale qui, lui, fait le lien entre l'établissement et le CRPV. Quand on est infirmier libéral ou médecin libéral ou pharmacien libéral, chacun peut déclarer directement au CRPV. Concernant les erreurs médicamenteuses, donc on a différents systèmes de déclaration. Quand on est dans un établissement de santé, ce que l'on demande, c'est de faire un événement indésirable via un logiciel de qualité gestion des risques. Donc sur l'hôpital de Blois, par exemple, nous avons l'outil CaliWeb. Et surtout, en plus du correspondant de pharmacovigilance pour les effets indésirables, pour les erreurs médicamenteuses, nous avons un responsable du système du management de la qualité pour le circuit du médicament, un RSMQ, qui lui travaille spécifiquement justement sur l'amélioration de la gestion des risques du circuit du médicament. Donc c'est lui qui va analyser toutes les erreurs médicamenteuses qui peuvent être déclarées sur soit papier, soit via le logiciel de déclaration des événements indésirables.
Au niveau national, l'ANSM, donc c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, a ce que l'on appelle un guichet des erreurs médicamenteuses à qui on peut adresser également un certain nombre d'erreurs qui sont signalées par rapport plutôt soit à l'appellation de certains médicaments qui se ressemblent trop, soit à leur présentation, puisque certains médicaments, c'est pareil en fonction des laboratoires, peuvent avoir des formes qui se ressemblent énormément, soit pour un problème de malfaçon du conditionnement, par exemple. Il faut savoir que depuis 2017, les professionnels de santé ou les usagers peuvent signaler eux-mêmes directement sur une plateforme sur signalement-santé.gouv.fr tous les événements indésirables liés aux médicaments, dont une survenue d'effets indésirables qui sont peut-être connus, mais justement c'est là l'intérêt de passer par des professionnels de santé, puisque si c'est un effet indésirable connu, ça n'a pas vraiment d'intérêt à le déclarer de nouveau. Surtout si c'est un effet indésirable qui survient largement et qui est très connu pour tel ou tel médicament. On peut également déclarer donc les incidents ou les risques d'incidents liés à ces produits de santé. Donc c'est vrai que quand on est dans un établissement de santé, par rapport à l'organisation interne, il est mieux de passer par le système déclaratif mis en place dans l'établissement plutôt que de le faire directement sur la plateforme, puisque l'idée c'est que l'établissement dans lequel on travaille puisse également avoir un recul sur les différents événements indésirables liés au circuit du médicament qui sont déclarés pour travailler justement sur ces risques a posteriori pour mettre en place des plans d'action pour améliorer les moments où il y a eu des erreurs ou des risques d'erreur. Donc l'idée c'est de travailler de façon globale avec tous les intervenants et connaître justement ces événements indésirables pour pouvoir les améliorer plutôt que chacun déclare dans son coin et qu'on n'en fasse rien et que du coup ça n'apporte pas une plus-value ni de retour d'expérience auprès des différents professionnels. Donc comment s'organise et s'articule tout cela au niveau national et même européen et mondial? Donc le patient déclare soit un effet indésirable, soit une erreur médicamenteuse. C'est le médecin ou le professionnel de santé qui l'observe qui va le déclarer. Si on est dans un établissement de santé, le pharmacien correspondant local du CRPV va faire cette remontée à notre centre régional de pharmacovigilance. Si on est en libéral, c'est le médecin ou le professionnel de santé qui remonte au centre régional de pharmacovigilance. Le centre régional de pharmacovigilance analyse la déclaration qui est faite. Si il juge que c'est un événement qui est déclaré et qui doit avoir un suivi, il le remonte à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et de façon organisée aussi au niveau national, chaque agence du médicament remonte tout cela sous forme de bilan à l'agence européenne ou à l'agence continentale dont il dépend. Et tout cela ensuite est colligé également au niveau de l'OMS. Ce qui fait qu'on peut aussi avoir des alertes et des suivis au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau d'un continent ou au niveau mondial. Donc ça, c'est mon collègue qui avait fait des petites animations histoire de mettre un petit peu plus de fun dans les erreurs et les événements médicamenteux. Donc soit on a des pharmacovigilances ascendantes, c'est-à-dire qu'on va du bas vers le haut, donc auquel cas la survenue de l'effet indésirable revient chez le malade et c'est remonté vers le médecin, vers le centre de pharmacovigilance, vers la NSM. C'est par exemple ce que l'on avait pu voir pour la dépakine récemment, le Mediator ou le Levothyrox. Ensuite, on a également des pharmacovigilances descendantes, c'est-à-dire qu'elles viennent de la NSM ou du niveau européen ou mondial et elles redescendent vers les professionnels de santé et les patients. Donc, par exemple, on a donc régulièrement des alertes qui nous arrivent. On en avait eu une sur la limitation d'indication du Préviscan, qui est un antivitamine K, donc un anticoagulant par voie orale, parce que c'est un AVK qui est largement utilisé et qui crée plus de déviation de l'INR par rapport à la coumadine, par exemple. Et puis aussi, par exemple, on a des limitations d'indication qui peuvent nous être descendues de la NSM. C'était le cas pour certaines spécialités à base de codéine chez l'enfant. Donc, auquel cas, après, c'est à nous, au niveau local, soit dans le libéral, les médecins prennent connaissance et ajustent leur prescription, soit au niveau d'un établissement de santé, c'est le pharmacien qui, en général, revoit avec le groupe de médecins ou le médecin référent de la spécialité pour savoir comment il veut procéder, communiquer pour que ce soit le mieux possible
dit de façon assez didactique pour que les personnes comprennent, arrêtent de prescrire, puisque des fois, en même temps, il y a certains médicaments qui sont complètement arrêtés de commercialisation. Alors, quelques exemples d'erreurs médicamenteuses survenues pour vous illustrer tout cela. Donc, le cas numéro 1, on a, donc ça correspond par rapport à la chaîne de prise en charge sur le volet prescription. Donc, on a une patiente qui est âgée de 81 ans, qui est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, pour laquelle suit un traitement à base de corticoïdes, de méthotrexate qu'elle doit prendre 3 comprimés par jour, uniquement le jeudi. Elle fait une chute, elle se retrouve aux urgences, donc elle est prise en charge à ce niveau. On lit sur l'ordonnance du médecin traitant Novatrex, qui est donc le méthotrexate, c'est le nom de spécialité, le Novatrex, 2,5 mg, 3 comprimés par jour. Et là, on ne voit pas qu'il y ait une notion de fréquence, c'est-à-dire que le jeudi. Le service de chirurgie accueille cette dame, fait le suivi de prescription du médecin traitant. Le traitement est recopié par une IDE sur la feuille de prescription sans validation médicale. Donc là, non seulement on fait intervenir un professionnel qui n'a pas un droit de prescription à ce niveau-là pour ce médicament-là, donc une IDE ne doit pas retranscrire, et en plus, il y a de la retranscription au lieu d'utiliser le support initial. Donc il y a 2 risques. On n'a pas un véritable prescripteur qui écrit sur le support de prescription, et on recopie quelque chose de façon partielle. Donc on a en plus utilisé le traitement personnel apporté par la dame plutôt que de les mettre de côté comme cela est demandé et de s'approvisionner directement à la pharmacie, puisque dès lors qu'une personne est hospitalisée, on peut au maximum utiliser ces médicaments pour 24 à 48 heures si vraiment on n'a pas le moyen de se faire approvisionner par la pharmacie de l'établissement. Sinon, c'est ce qui est demandé. Dès lors qu'une personne arrive, on met ses médicaments personnels au coffre, ou en tout cas de côté de façon sécurisée, et on utilise les médicaments de l'établissement. De ce fait, donc, la dame a eu soudainement une altération de l'état général avec une pancytopénie, donc une diminution de certaines lignées de la numération sanguine. Elle est transférée en médecine interne et l'erreur médicamenteuse est repérée, mais tardivement, et malheureusement, la patiente décède. Et donc, la famille est informée, ainsi que la commission des usagers. Donc là, est-ce que c'est un effet indésirable ou une erreur médicamenteuse? Et est-ce que cette erreur est latente, potentielle ou avérée? Donc là, le fait est que c'est une erreur médicamenteuse, puisqu'on a donné un médicament tous les jours au lieu de le donner une fois par semaine, alors qu'il était prescrit une fois par semaine. Et c'est une erreur avérée puisqu'on est allé jusqu'au bout de l'erreur et qu'on est même arrivé au décès de la patiente. Le cas numéro 2. Donc, il s'agit d'une prescription chez une patiente qui est sous tertian, donc c'est un neuroleptique à 25 mg, 3 comprimés par jour. Dans le service de soins, la prescription est à nouveau retranscrite avec tertian, un comprimé 3 fois par 24 heures. Donc là, déjà ce que l'on peut repérer entre la première et la deuxième ligne, c'est qu'à côté de tertian, on n'a pas de dosage. Et ce que je vous ai dit précédemment, c'est que pour un même médicament, il peut exister plusieurs dosages. Le fait est que dans la pharmacie du service, il y avait du tertian 100 mg en comprimé de disponible. Il a donc été administré pendant 24 heures 3 comprimés de tertian 100 mg, donc on a multiplié à 3 reprises la dose par 4. La patiente a fait une décompensation respiratoire et a eu une prolongation de son hospitalisation. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une erreur latente, d'une erreur potentielle ou d'une erreur avérée? Donc là, il s'agit d'une erreur avérée, puisque, comme dans le premier cas, on est allé jusqu'au bout de l'erreur, on a oublié de retranscrire le dosage, et dans le service, l'infirmière a trouvé du tertian sans se demander s'il existait différents dosages et a administré le premier qui lui arrivait dessus. Donc les causes, effectivement, c'est le manque de précision dans la prescription, le manque de recherche également de l'IDE, parce que certes, c'est le médecin qui prescrit, mais vous également, tout comme nous au niveau de la pharmacie, on a un droit de regard sur la prescription et on peut faire une recherche ou en tout cas se poser des questions sur existe-t-il plusieurs dosages, existe-t-il une alternative? C'est ce que l'on verra tout à l'heure.
Présence anormale d'un traitement qui était en fait hors dotation, mais encore présent dans le service de l'unité, puisque bien souvent dans les services, il existe ces fameuses boîtes un petit peu que l'on connaît tous, mais que l'on dit un peu cachées, de au cas où la pharmacie ferme pour 15 jours, au cas où ça survienne dans la nuit, au cas où, au cas où. Alors certes, c'est un système D qui peut être très, très intéressant pour vous, mais ce n'est pas sans aussi occasionner certains risques, notamment par rapport au fait que si vous avez des choses qui ne sont pas habituellement chez vous, vous avez des médicaments que vous maîtrisez moins parce qu'ils ne sont pas dans votre dotation et qui peuvent justement, dans ce cas-là, amener à une erreur. Les solutions que l'on peut proposer pour l'infirmière, c'était de recueillir des informations précises, c'est-à-dire que dans la règle des 5B, un médicament, il faut connaître la dose. Un médicament, c'est toujours accompagné d'un dosage à côté. Donc s'il n'y a pas de dosage, il faut le rechercher. On ne prend pas le premier dosage qui passe parce qu'on voit qu'on en a de présent devant nous. Consulter aussi le livret du médicament, ou en tout cas une base de données qui permet d'avoir accès aux différents dosages qui pourraient exister pour un médicament. Et puis surtout aussi retourner à la pharmacie tous les médicaments commandés pour un patient qui sont donc pas dans la dotation habituelle, et lorsque le patient est sorti, plutôt que de le garder au cas où, on le renvoie à la pharmacie. Dans tous les établissements, hormis les établissements type EHPAD ou long séjour, où les prescriptions changent beaucoup moins souvent, les pharmacies dans les établissements de santé, notamment dans les CH, les CHU, les CHG, ont des astreintes de pharmacie. Le cas numéro 3, donc on prescrit une perfusion intraveineuse de NaCl 0,9% de 500 ml en réanimation. Le stock de soluté dans la pièce, le stock de soluté est dans une pièce en dehors de la zone d'hospitalisation. Donc en fait, on a un chariot intermédiaire qui est rempli, soit une fois par jour, soit plusieurs fois par jour, entre le stock hors de la zone de réanimation pour arriver vers la zone d'hospitalisation. Donc ce chariot est rempli avec les différents solutés. Donc on a du G5, du G2,5%, du mannitol, du Ringer, du NaCl, de l'OPPI. Qui remplit ce chariot intermédiaire et y a-t-il une organisation définie avec un compartiment défini pour chaque type de soluté? Sur ce chariot intermédiaire, la question se pose. Le fait est qu'on a administré 500 ml d'OPPI au lieu de 500 ml de NaCl 0,9%. La conséquence directe, c'est que le patient est décédé du suite d'une hémolyse, puisque l'eau n'a pas d'électrolyte à l'intérieur, et nos cellules, physiologiquement parlant, sont toutes baignées dans du NaCl, dans du sérum physiologique. Donc si on n'apporte que de l'eau dans nos cellules, on va créer un appel d'air, entre guillemets, de nos cellules vers l'extérieur pour les compléter en électrolyte, puisque l'eau n'en apporte pas. Et de ce fait, nos cellules vont complètement exploser, en fait, tellement elles vont être vides, et ça va arriver à une hémolyse massive. Donc là encore, il s'agit d'une erreur avérée, puisqu'on est arrivé jusqu'au bout de l'erreur, et que la conséquence pour le patient est également dramatique. Le cas numéro 4, il s'agit d'une erreur de dispensation. Il s'agit d'une prescription de colimycine intraveineuse, 1 million d'unités toutes les 8 heures. C'est un produit qui n'est pas référencé sur l'établissement et qui est commandé de façon urgente à un grossiste répartiteur pour l'avoir dans les meilleurs délais. Au niveau de la réception, on reçoit de la colimycine 1 million d'unités, mais la voie d'administration est pour inhalation et non pas pour intraveineuse. L'erreur n'est pas détectée, le produit est délivré au service. 2 injections ont eu lieu avant que le pharmacien détecte l'erreur en contrôlant le bon de livraison. Donc on a administré quelque chose qui n'était pas injectable. Les mesures prises au niveau de la pharmacie, donc double contrôle pour les médicaments inhabituels puisque ce sont des choses qui ne sont pas stockées, qu'on n'a pas l'habitude de trouver, donc qui ne sont pas renseignées au niveau du logiciel. Donc on cherche à avoir un double contrôle pour être bien sûr que c'est bien ce que l'on a commandé qui est bien arrivé. Information également du grossiste, puisque finalement l'erreur, avant qu'elle n'arrive dans notre établissement, au départ, elle vient de l'extérieur, elle vient du grossiste. Et puis il y a également une fiche de signalement qui a été envoyée donc à l'ANSM au guichet des erreurs médicamenteuses, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à la similarité entre 2 présentations qui se ressemblent quasiment goutte pour goutte, hormis le fait qu'il y ait écrit inhalation ou quoi IV entre les deux.
Donc là, c'est pareil, il s'agit d'une erreur avérée. Et donc cette erreur a été analysée en équipe justement pour mettre en place tout un tas de petites choses correctives pour éviter que cela ne se reproduise. Donc comme je vous le disais, vous voyez, là on a la colimycine ne pas inhalée, là également voie inhalée, mais vous voyez que les deux conditionnements se ressemblent comme deux gouttes d'eau, hormis le fait que là c'est écrit 1 million d'unités de façon écrite, alors que là on l'a sous forme de chiffres. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'avoir ce médicament-là référencé et qu'on le reçoit, certes il y a des petites alertes en rouge, mais la preuve c'est que c'est passé chez le grossiste, à la réception à la pharmacie, à la dispensation pour le service et lors de l'administration. Et c'est pour le coup, c'est quelque chose qui est également arrivé sur l'hôpital de Blois à l'un de mes collègues qui s'en est rendu compte, lui, lors du rangement, puisqu'il s'est rendu compte qu'il rangeait une forme intraveineuse dans la forme inhalée. Cas numéro 5, en URCC, c'est donc l'unité de reconstitution des cytotoxiques centralisés. Préparation de chimiothérapie sous isolateur. Donc les chimiothérapies en général se préparent soit sous une hotte à flux laminaire, soit dans une zone à environnement maîtrisé pour éviter qu'il y ait une contamination chimique des cytotoxiques pour la personne qui le prépare. Préparation de Vidaza, donc c'est une molécule qui est utilisée dans certains cancers hémato pour plusieurs patients en début de production. Donc le préparateur fait plusieurs seringues puisque ça s'administre en sous-cutané de Vidaza pour plusieurs patients dans la même foulée, dans la même production. Lorsque le préparateur fait sa seringue, il y a un contrôle qui est fait directement auprès de lui. Il sort sa seringue de l'isolateur et une contre-étiquette est ensuite apposée à la sortie de l'isolateur. Il y a eu en fait interversion d'étiquettes entre deux seringues pour deux patients différents. Donc un patient a reçu une dose à 135 mg alors qu'il devait en recevoir 125 et un autre patient a reçu 125 mg alors qu'il devait en recevoir 135. Donc il s'agit d'une erreur avant tout du pharmacien puisque au moment de la contre-étiquette il s'est trompé et ensuite du contrôle ultime au niveau de l'administration puisqu'on avait deux étiquettes discordantes entre l'étiquette qui était à l'intérieur et la contre-étiquette qui était à l'extérieur du sachet. Arrêt de l'erreur pour le second patient par l'IDE qui a confronté les deux étiquettes et qui s'en est rendu compte. Donc finalement, il n'y a qu'un patient qui a eu la mauvaise dose. Les seringues ont été refabriquées à la bonne dose et le différentiel n'étant pas aussi énorme que ça, il y a eu une surveillance rapprochée du patient qui n'a pas eu la bonne dose, mais il n'y a pas eu de conséquences. Donc là, pour le premier qui n'a pas reçu la bonne dose, l'erreur est avérée. Par contre, pour le second patient où l'infirmière s'est rendu compte de l'erreur avant l'administration, on est sur une erreur potentielle. Le cas numéro 6, donc on est sur une erreur de médicament, confusion entre deux patientes. Donc une patiente au 4e mois de sa grossesse est hospitalisée pour bénéficier d'un cerclage du poil de l'utérus. L'étudiant lui administre un médicament destiné à une autre patiente. Elle reçoit par erreur un médicament destiné à une patiente hospitalisée pour un curetage, donc elle qui venait de perdre son bébé. En cause, l'étudiant a omis de vérifier auprès de Madame X son identité préalablement à l'administration et lui a administré par erreur le médicament destiné à Madame Y. Donc là, de nouveau, on est sur une erreur avérée et il s'agit là d'un problème d'identitovigilance au départ. Donc ce que l'on peut voir à travers donc, toutes ces erreurs, à nouveau, succession d'événements pour le renouvellement d'une dotation de stupéfiants. Donc là, nous sommes au bloc opératoire. On a une commande de morphine IV 50 mg qui est faite au lieu de 0,5 mg. C'est une erreur sur la ligne de commande. Pour la pharmacie, la dotation du bloc n'est pas vérifiée. Il n'y a pas de vérification des ampoules vides. Elle dispense donc des ampoules de 50 mg. L'IAD, lors de la remise des médicaments, valide cette réception de morphine 50 mg et range ces ampoules dans le coffre des stupéfiants du bloc. Au moment de la réalisation d'une péridurale, l'infirmier anesthésiste lâche l'ampoule qui se casse et c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là qu'elle s'aperçoit de l'erreur de dosage sur l'ampoule du médicament. Donc toutes les maillons de la chaîne ont lâché les unes après les autres et c'est finalement une maladresse qui a permis d'avérer l'erreur avant qu'elle n'arrive. Donc c'est pas le bon terme, de montrer qu'une erreur allait arriver si elle n'allait pas plus loin.
Donc là, on est sur une erreur potentielle puisqu'elle n'est pas arrivée, mais c'est grâce finalement à une maladresse qu'on l'a détectée. Donc tous ces événements indésirables, donc certains se sont passés sur l'hôpital de Blois, certains se sont passés sur la région pour la plupart, doivent déboucher soit sur des comités de retour d'expérience, quand l'erreur identifiée n'est pas grave, ou peuvent même aller jusqu'à des revues de morbimortalité lorsque le patient a eu des conséquences plus graves, soit il est décédé, soit il a eu des comorbidités qui se sont ajoutées par rapport à son état de santé initial. Le fait est que donc ce genre de comité, soit RMM ou soit CREX, se mettent en place de façon pluridisciplinaire pour que l'erreur identifiée soit analysée de façon chronologique pour essayer de comprendre où se sont passés où les trous du gruyère en fait ont été passés au lieu d'être arrêtés. Donc bien souvent pour commencer et justement pour essayer de comprendre la démarche et d'être en confiance avec la démarche, notamment pendant les CREX, on essaie de prendre des événements pour lesquels il y a eu des presque erreurs ou pour lesquels en tout cas l'erreur n'a pas eu lieu, mais qui permet de bien s'approprier la méthode et de comprendre les enjeux et qui montre aussi que même si l'erreur n'est pas allée jusqu'au bout, on a toujours des actions correctives à mettre en place et qui permettent justement d'améliorer toujours le circuit. On pense toujours qu'on a des organisations qui sont abouties et qui sont bonnes. Le fait est que l'on peut toujours trouver des points d'amélioration. Donc maintenant, après tous ces exemples, on va revenir sur les différentes étapes de la prise en charge médicamenteuse. Donc on va commencer par la prescription, même si vous allez avoir des cours sur la législation à un moment donné dans votre cursus, on va balayer rapidement qui sont les acteurs des différentes étapes et qu'est-ce qu'ils font, quels sont les enjeux. Donc parmi les prescripteurs, on a les médecins, qui peuvent être soit hospitaliers, auquel cas ils se réfèrent au livret thérapeutique de l'établissement, soit ils sont libéraux, auquel cas ils ont un libre choix de prescrire ce qu'ils veulent. Et en général, pardon, excusez-moi, oui, si on revient sur les établissements hospitaliers, on doit avoir une liste à jour des prescripteurs habilités à faire des prescriptions dans l'établissement hospitalier dans lequel on travaille. Les chirurgiens dentistes également ont un droit de prescription avec une liste limitée à leur spécialité. Les sages-femmes également ont la possibilité de prescrire certains médicaments également dans la limite de l'exercice de leur métier. Les infirmiers aussi ont certains droits de prescription. Donc en intra, dans les établissements hospitaliers, il y a des protocoles de délégation infirmiers qui peuvent être faits pour, par exemple, administrer ponctuellement une prise de paracétamol, une prise d'antispasmodique, une prise ou une administration d'un antifongique quand on décèle qu'il y a une petite macération avec un risque de mycose, en attendant que le médecin puisse venir évaluer. Les infirmiers ont également la possibilité de prescrire certains dispositifs médicaux, dont certains pansements. Le prescripteur, il prend donc une décision thérapeutique. Il prescrit des médicaments selon la conformité et la réglementation au référentiel scientifique actuel et de manière adaptée à l'état du patient. Il finalise sa prescription par la rédaction d'une ordonnance. Il enregistre sa prescription dans le dossier patient lorsqu'il est dans un établissement de santé. Effectivement, on est toujours habitué à ce que le médecin prescrive. Il peut aussi prescrire ou il peut aussi choisir de ne pas prescrire. Et c'est une décision médicale en fonction justement de l'état de santé du patient. Le fait est qu'il est de toute façon tenu d'informer le patient ou son entourage si le patient n'est pas cohérent ou son état de santé ne permet pas qu'il puisse emmagasiner les informations. Et il doit s'assurer de son consentement, le cas échéant écrit, c'est ce qui est le cas par exemple lorsqu'il s'agit d'essais cliniques. Le médecin, le prescripteur doit évaluer l'efficacité du traitement et sa bonne tolérance. Donc là, on est déjà sur le début et sur la fin du circuit de prise en charge médicamenteuse, sur le suivi et l'évaluation. Et donc, il réévalue régulièrement la balance bénéfice-risque pour être sûr que la prescription du médicament assure bien une restauration de la fonction qu'il cherchait à restaurer par rapport aux problèmes de santé, et pour voir si justement entre le bénéfice et les événements ou l'effet indésirable qu'il produit, la balance est toujours positive en faveur du bénéfice.
Donc les différents médicaments qui peuvent être prescrits, donc certains sont soumis à prescription médicale, certains peuvent être achetés librement. Ceux qui sont soumis à prescription médicale sont ceux qui sont appelés les médicaments listés. Nous avons donc les médicaments de liste 2, les médicaments de liste 1 et les stupéfiants. Les principes actifs, les PA inscrits sur ces listes, sont en général des substances qui ont un risque de toxicité, qui sont nocifs, qui peuvent être irritants ou même cancérogènes. Ils sont classés en dites substances vénéneuses. Les conditions de prescription et de renouvellement sont différentes en fonction du type de liste. La liste 1 a des principes actifs qui sont plus dangereux que la liste 2. Les médicaments stupéfiants, eux, ont un risque associé encore particulier supplémentaire, puisqu'il y a un risque d'addiction, de dépendance ou d'accoutumance vis-à-vis de ces médicaments-là. Pour les stupéfiants, justement, donc la prescription est sécurisée. On peut les prescrire uniquement sur 7, 14 ou 28 jours et sur une ordonnance sécurisée. C'est le médecin qui décide si la dispensation est faite pour 7 jours, pour 14 jours, pour 21 jours ou pour 28 jours. C'est lui qui l'écrit nommément sur l'ordonnance. Et bien souvent, pour certains médicaments, il peut aussi définir dans quelle pharmacie les médicaments doivent être pris, quand on est en ville, bien entendu. Donc voilà des exemples d'ordonnances sécurisées. En fait, c'est qu'en bas à droite de l'ordonnance, on a un petit cadre sur lequel en fait est écrit ordonnance sécurisée, dans lequel on est tenu d'écrire le nombre de médicaments qui ont été prescrits. Les supports de prescription, donc on en a deux essentiellement, c'est soit des supports manuscrits, soit des supports informatisés. Le problème des supports manuscrits, selon l'écriture de certains médecins, c'est la lisibilité et la compréhension que l'on peut en avoir, donc ça c'est une réalité du quotidien. Et du coup aussi, c'est les risques d'erreur de dosage ou de médicaments, de ne pas noter de dosage ou à la lecture de ne pas lire le bon médicament. Pour les prescriptions informatisées, donc on a différents types de logiciels. En ville, soit on a des logiciels d'aide à la prescription qui sont configurés spécifiquement pour la ville avec des bases de données de médicaments incrémentées, soit c'est juste une saisie libre de la part du médecin. Donc, la différence avec la prescription manuscrite, c'est que là, il a dactylographie et que la lisibilité est meilleure. En établissement de santé, nous sommes tenus d'avoir des logiciels d'aide à la prescription qui doivent être certifiés par la Haute Autorité de Santé. Donc ça nécessite que dans ces logiciels soient rentrés tous les identifiants des professionnels, que le livret du médicament soit régulièrement mis à jour et entretenu pour ne pas avoir des choses qui ne sont plus à jour, que les posologies et les voies d'administration également soient paramétrées et mises à jour régulièrement, que ce logiciel permette une validation pharmaceutique, puisqu'on viendra après sur ce sujet, et qu'il permette également de tracer les administrations sur le même support que la prescription, et également de tracer les raisons pour lesquelles, si l'administration n'est pas faite, pourquoi elle n'est pas administrée. La prescription informatisée, donc l'objectif c'est de déployer un dossier patient complètement informatisé pour justement éviter ces problèmes de lecture manuscrite, de diminuer les erreurs sur le circuit du médicament de la prescription à l'administration, puisque historiquement, il y a environ 15 ans sur l'hôpital de Blois, rien n'était informatisé, donc tout se faisait sur des demandes de retranscription à partir d'une feuille de prescription. L'infirmière prenait un petit carnet où elle écrivait les médicaments qu'elle voulait commander, soit elle précisait ou pas les dosages correspondant aux médicaments, et tout ça était envoyé à la pharmacie. Donc le pharmacien, en collaboration avec le préparateur, regardait quelles étaient les demandes. Donc des fois, il passait plus de temps à rappeler dans le service pour s'assurer du dosage. Certains, vous avez des médicaments pour lesquels il y a 2 molécules d'associés, mais s'il n'y a qu'un seul des 2 dosages, il faut trouver le deuxième dosage. Donc bon, on ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas si simple. Et puis aussi, ce côté informatisation, si on a un support unique ou en tout cas un logiciel qui permet de bonnes communications avec un autre logiciel, l'idée c'est aussi d'avoir une gestion optimale des stocks et des dispensations des médicaments en lien direct avec les prescriptions qui sont faites de façon quotidienne. L'inconvénient que l'on nous envoie de temps en temps, c'est qu'il y a une perte de temps à la saisie du traitement. Donc ça, il y a quand même une grosse part de problèmes générationnels ou de gens qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique et avec le clavier. La complexité de l'outil informatique, c'est vrai aussi que ça peut être générationnel, ça peut aussi venir de l'ergonomie du logiciel qui est développé par un éditeur. Donc c'est aussi très important de choisir le bon logiciel pour qu'il soit le plus intuitif possible pour l'utilisateur.
Il y a quand même, ça c'est vrai, un manque de souplesse pour les médicaments à schéma particulier, puisque le schéma de base, un comprimé une fois par jour, ou 2 fois par jour, ou 3 fois par jour en continu, c'est pas un problème. Mais dès lors qu'on veut mettre un jour sur 2, un jour sur 3, un jour par semaine, tous les 10 jours, tous les 14 jours, tous les 28 jours, là, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué pour pouvoir définir les bonnes fréquences. Tout cela est également sous-tendu au bon fonctionnement de l'outil. Et il faut notamment prévoir un plan de gestion des risques sur le risque de blackout, ou en tout cas soit la panne d'électricité, soit la panne du serveur informatique, qui fait qu'on n'aurait plus accès à ce logiciel sur un temps donné. Là, c'est sûr qu'on regrette le papier, parce que le papier, sauf s'il y a un incendie, il est là et il reste. On peut aussi avoir des risques d'erreur de dosage ou de médicaments. Donc de la même manière, quand on écrit ou quand on tape, si on n'écrit pas le bon médicament ou si on ne choisit pas le bon dosage parmi ceux qui nous sont proposés, ben là, effectivement, on fait une erreur. Et puis, il faut entretenir ces logiciels et les mettre à jour régulièrement pour éviter d'avoir des blackouts. Mais le risque aussi, lorsqu'on fait des mises à jour, c'est que l'on peut avoir des bugs selon les versions. C'est comme sur nos téléphones portables. Des fois, il y a des améliorations, puis des fois, il y a des choses qui n'évoluent pas dans le bon sens. Ensuite, on passe à la dispensation. Donc là, on se situe plutôt à la pharmacie. Donc à la pharmacie, le pharmacien travaille en collaboration avec le préparateur en pharmacie. Le pharmacien, il analyse et il valide la prescription lorsqu'il y a accès. Il peut émettre une opinion si le juge nécessaire par rapport à la prescription en cours. On appelle ça une intervention pharmaceutique. Il prépare et il fabrique les médicaments si besoin. Donc, par exemple, la plupart des médicaments maintenant sont préparés de façon industrielle et manufacturée, mais dans des cas bien particuliers, par exemple en pédiatrie ou pour les chimiothérapies, les médicaments tels que dispensés aux patients peuvent être préparés directement à la pharmacie avant d'arriver aux patients. Il délivre les médicaments en s'assurant la maîtrise des stocks, parce qu'il ne s'agit pas non plus de commander à tout va ou de commander très peu et de recommander tous les jours. Il y a aussi tout un aspect logistique qui doit rentrer en compte pour avoir ce que l'on appelle des stocks optimaux ou des stocks maximaux et minimaux pour permettre de prendre en charge les patients et de ne pas rompre justement cette prise en charge du fait de problèmes d'approvisionnement. Et il s'assure également de la mise à disposition des informations nécessaires aux professionnels de santé et aux patients pour garantir une administration en toute connaissance de cause. Le préparateur en pharmacie, donc, qui collabore de façon étroite avec le pharmacien, prépare et fabrique les médicaments sous le contrôle effectif du pharmacien. Il peut délivrer les médicaments toujours sous contrôle effectif du pharmacien et il participe à la gestion des stocks. Donc c'est vraiment une collaboration très rapprochée. Quand on parle de dispensation, cela associe une analyse pharmaceutique avec la délivrance du médicament. Sinon, on parle uniquement de délivrance de médicaments lorsqu'il n'y a pas d'analyse pharmaceutique. Il faut bien faire la différence entre le mot dispensation et le mot délivrance. On y intègre de toute façon l'activité de commande et de gestion des stocks, puisque pour avoir une prise en charge optimale du patient, il faut pouvoir lui donner le bon médicament au bon moment avec le bon dosage. Donc ça fait partie de la règle des 5B. Et dans notre fonction de logistique et d'approvisionnement, la règle des 5B s'applique également. L'analyse pharmaceutique est obligatoire, elle est parfois difficile à réaliser en systématique et au plus proche de la prescription, puisque sinon, là par exemple sur l'hôpital de Blois, rien que pour le MCO, nous avons plus de 300 lits. On ne peut pas avoir un pharmacien derrière toutes les prescriptions pour voir à quel moment elles changent et est toujours réactif tout de suite. Donc c'est pour ça que le lien pharmacien médecin, infirmier est très important sur la collaboration, sur la demande de conseil ou sur le signalement de « Allô, attention, là j'ai changé telle prescription, ça va nécessiter une dispensation d'un nouveau médicament, donc est-ce que tu peux regarder la prescription pour me le donner ?» Sachant qu'on a toujours, par exemple, dans l'organisation à l'hôpital à Blois, un pharmacien justement qui est dédié sur une ligne de planning pour étudier tous ces changements de prescription. Au niveau des délivrances, on a 3 modèles différents. On a le modèle de délivrance globale pour renouveler par exemple le stock de dotation d'une armoire. La commande est faite et on envoie de façon globale tous les médicaments qui sont demandés. On peut avoir une délivrance reglobalisée. C'est lorsque
la délivrance des médicaments pour plusieurs patients donnés est envoyée également en global et non pas de façon spécifique pour chaque patient. Et on peut avoir aussi une délivrance individuelle et nominative. Donc là, c'est une délivrance des médicaments patient par patient, où là, on va vous dire pour monsieur X, on a Tertian 25 avec du paracétamol et du Spasflo. Donc ça, ce sera donné pour ce patient-là avec les médicaments pour une durée précise. L'analyse pharmaceutique, elle est de deux types. Donc, elle est réglementaire avant tout, puisqu'on doit être en conformité par rapport aux règles fixées par le législateur. On a donc des mentions obligatoires concernant le patient, le médecin, les médicaments, l'autorisation à prescrire, la validité de l'ordonnance, la durée de prescription pour tel ou tel médicament. Et cette analyse n'apporte qu'une plus-value relative à la sécurisation de la prescription, mais n'empêche qu'elle est réglementaire. Et puis on analyse un peu plus poussée, pharmacothérapeutique, qui va permettre de garantir la sécurité et la qualité de la prescription. Donc ce n'est pas contrôler ce qu'a fait le médecin, c'est apporter une plus-value par rapport à ce qu'a prescrit le médecin, tout en prenant en compte les paramètres biologiques, les antécédents de la personne, le contexte de prise en charge de la personne. Donc on peut proposer des optimisations médicamenteuses pour améliorer l'observance et la prise en charge du patient. Il y a également un suivi de la thérapeutique qui peut être opéré avec le pharmacien. Et plusieurs points peuvent être en fait montrés du doigt ou analysés en lien avec le médecin, puisque certains médicaments peuvent être contre-indiqués à la physiopathologie actuelle du patient, ou parce que certains médicaments entre eux sont contre-indiqués, ou parce qu'on commence déjà au niveau de la biologie à avoir un effet indésirable survenir, ou parce qu'en fonction de ce que l'on lit dans les transmissions, le médicament semble être en sur- ou sous-dosage, ou par rapport à une analyse biologique, par exemple. En ce qui concerne l'administration, donc l'administration, c'est l'infirmier ou l'infirmière. Donc, au moment d'administrer, la première des choses, c'est de vérifier la prescription, de la comprendre. Ensuite, c'est de préparer les doses à administrer au plus proche du patient et du moment de l'administration. L'infirmier, en fonction justement de ce qu'il administre, doit avoir quand même un œil sur son stock dans son service pour être sûr de ne pas arriver en rupture de stock, auquel cas il prendra du retard pour la prochaine administration. Il doit vérifier la concordance entre la prescription, le médicament et le patient. Il informe le patient et obtient son consentement. C'est comme cela que l'on peut voir que certains patients, des fois, refusent. Tout comme ils refusent de manger, ils peuvent refuser de prendre certains médicaments. Donc l'infirmier administre bien entendu les médicaments au patient, il enregistre l'acte d'administration et il le trace. Il peut également, et c'est surtout recommandé, d'administrer des fois pourquoi l'administration n'est pas faite. Et il suit les effets attendus et les réactions éventuelles, puisque au final, c'est vrai que le suivi et la réévaluation, c'est médico-soignant, puisque finalement, dans le service de soins ou au domicile, c'est l'infirmier qui est au plus proche au quotidien du patient. Le médecin peut être présent dans un service de soins, bien entendu, en ville un petit peu moins de façon fréquente, mais en tout cas, c'est vous qui êtes au plus proche du patient et qui arrivez à voir de façon le plus proche les effets attendus et les réactions éventuelles. Donc, vous faites la préparation des doses à administrer. Donc, avant-dernière étape avant l'administration, donc on est bien sûr sur la règle des 5B, on a le bon patient, le bon médicament à la bonne dose, pour la bonne voie, et je l'administre au bon moment. Et il faut également vérifier qu'on a la bonne forme galénique, parce que si on a un gros comprimé très dur qui ne s'écrase pas et qu'on le donne à une personne qui a des troubles de la déglutition, eh bien, le risque, c'est que si on ne fait pas attention à cela, le patient risque de faire une fausse route. Si au contraire vous l'écrasez alors que ce n'est pas recommandé, vous risquez de dénaturer la molécule active à l'intérieur et ne pas avoir le bon effet attendu pour le patient. Et puis surtout, si ça ne s'écrase pas, vous risquez aussi de vous faire mal à la longue au niveau du poignet ou au niveau des mains à force de vouloir écraser des choses qui ne peuvent pas l'être. Donc, quelques exemples de risques associés. Donc, c'est ce que je disais tout de suite. La nécessité d'écraser un comprimé, d'ouvrir une gélule, de mélanger des gouttes entre elles, de mélanger avec des aliments, de mélanger certains injectables, nécessite de se poser la question.
Est-ce que je peux écraser? Est-ce que je peux ouvrir la gélule? Est-ce que je peux mélanger différentes gouttes entre elles? Est-ce que je peux le mettre dans un aliment pour qu'il ne sente pas le goût? Est-ce que je peux mélanger de la morphine avec de la scopolamine? D'autres risques sont l'impossibilité d'identifier le médicament parce que, donc on va avoir des exemples par la suite, soit l'écriture s'est effacée, soit vous avez découpé le blister où il y avait plusieurs médicaments les uns derrière les autres, et un médicament, pour être conforme, on doit avoir le nom du médicament, le dosage, la date de péremption et son numéro de lot. Si vous n'avez pas ces 4 éléments, vous n'êtes pas en conformité sur l'administration d'un médicament. Et bien souvent, quand vous avez des blisters avec plusieurs comprimés sur une même plaquette, souvent ce qui se passe, c'est qu'on découpe et qu'on peut ne plus avoir de visible déjà le nom du médicament ou son dosage et le numéro de lot ou la date de péremption. Donc si, pour une raison X ou Y, on a un retrait de lot le lendemain qui suit, et si on n'est pas en mesure de trouver le numéro de lot sur le médicament, eh bien on le jette. Et puis, une fois qu'on a découpé et qu'on ne voit plus la date de péremption, on ne peut pas savoir si on était encore dans les clous ou pas. Les risques associés, c'est également la difficulté d'identification du patient quand on vient de prendre son service. Attention aux homonymes. Il arrive régulièrement qu'on ait de Madame Dupont ou de Monsieur Dupuis. Donc, il faut bien faire attention à l'identité-vigilance et à demander la date de naissance du patient. C'est vraiment un échange avec le patient. C'est pas vous êtes bien Monsieur Machin, vous voulez ça. C'est est-ce que vous pouvez me donner votre nom, Monsieur? Et puis l'administration sans prescription, attention aux prescriptions orales qui sont autorisées que dans de très très rares cas pour des urgences vitales, et auquel cas quand l'administration la prescription se fait de façon orale, qui a été montré justement à travers certains CREX ou RMM parce qu'il y a eu des erreurs pendant des prises en charge vitales. Le médecin dit oralement fais ça, fais ça, fais ça, et il y a une exécution sans échange. C'est-à-dire, tu me dis de faire ça, oui. Alors, tu m'as dit de faire ça, oui. Tu m'as dit de donner de la morphine à 10 mg, non, je t'ai dit de la morphine à 1 mg. Ah oui, c'est pas la même chose, il y a un facteur 10. Donc, dans la précipitation et dans l'urgence vitale, il faut toujours prendre ce laps de temps pour bien vérifier ce qu'on vient de nous dire et non pas exécuter en pensant qu'on a compris alors que finalement on n'a peut-être pas bien compris ce qu'on vient de nous dire. Attention également aux prescriptions qui ne sont pas signées ou à la non-reprise de certains traitements de ville lorsqu'on est en établissement de santé, parce que des fois il faut retourner l'ordonnance, des fois il y a certains médicaments qui ne sont pas écrits de la même manière, donc du coup on n'arrive pas à bien lire tout ce qui est noté sur la prescription d'origine et on peut oublier certains médicaments. Alors voici certaines illustrations pour vous montrer qu'il est très important de lire les spécificités sur chacun des médicaments parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'ampoules par exemple là quand on est sur des injectables qui se ressemblent, donc il faut bien lire le nom du médicament, le dosage ou la concentration. Parce que si on attrape parce qu'on a l'habitude de regarder que c'est une ampoule un petit peu marron, ça ne suffit pas. Après, on a également des noms de médicaments qui se ressemblent. Par exemple, on a Dépakine et Dépamide, on a Coversil, Corvasal, Bétaïstine, Bétaxolol. Donc ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Donc d'autres aussi illustrations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on a un blister complet, on n'a pas de forme que l'on appelle unitaire comme ici en bas. Donc si on commence à découper le blister, eh bien si on découpe ici, d'un côté on verra Teva, ça ne nous intéresse pas, c'est le nom du médicament, le nom du laboratoire qui fabrique. Et puis nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir cétirizine et 10 mg et le numéro de lot et la date de péremption. Donc si on découpe ici et qu'on garde ce côté-là du blister, on n'aura plus le numéro de lot, on n'aura plus la date de péremption. Et peut-être qu'on aura découpé cétirizine et 10 mg, ce qui fait qu'on ne sera plus en mesure de lire le nom du médicament complet. Heureusement, les laboratoires s'adaptent, surtout en milieu hospitalier, ce qui n'est pas encore forcément le cas en ville, et ils proposent des conditionnements unitaires avec le nom de spécialité, la DCI, donc c'est la dénomination commune internationale, c'est le nom de la molécule, le dosage, le numéro de lot et la péremption qui sont lisibles pour chaque médicament unitaire. Donc là, on a le droit de découper puisque chaque médicament de façon unitaire peut être identifié.
D'autres causes d'erreur, c'est que nous également, au niveau des pharmacies, des établissements de santé, on essaie de s'adapter. On essaie parfois de proposer des reconditionnements ou des surconditionnements. On peut reconditionner certains médicaments qui se présentent comme ça dans des piluliers où du coup, si une personne vient, mettons, pour 2 jours, on va être obligé d'ouvrir un flacon de 30 comprimés pour en utiliser que 2. Et le reste devra être jeté puisqu'une fois qu'il est ouvert, on ne peut pas garantir sa conservation de façon à ce que présentait l'industriel puisqu'il est ouvert. Donc la date de péremption qui est indiquée sur le tube n'est plus valable et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le redonner pour un autre patient. Donc dès lors qu'un patient sort, on jette ce tube même si on n'a pris qu'un ou 2 comprimés dedans. Donc on a essayé de trouver d'autres systèmes en reconditionnant ces formes vrac dans des conditionnements unitaires. Donc là, c'est nous qui œuvrons. C'est fort dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de formes non unitaires qui existent dans des formes un peu piluliers comme ça. Et puis pour les blisters pour lesquels on ne peut pas différencier de façon unitaire le médicament, il existe aussi des systèmes soit de surétiquetage où on va venir apposer une étiquette comme vous le voyez là sur chacun des comprimés pour pouvoir le rendre unitaire, soit on va découper chaque comprimé et on va le mettre dans un petit sachet qui va également lui-même pouvoir identifier le médicament de façon unitaire. Donc ça rajoute de la manutention au niveau de la pharmacie, alors que les industriels, c'est plus leur métier. Et puis ça rajoute également des risques d'erreur puisque du coup, on va homogénéiser une présentation, c'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas présenté de la même manière, là après, va ressembler toujours à la même chose. Au niveau de la manipulation et l'élimination des médicaments, attention aussi à ce niveau-là. Il faut manipuler autant que possible des médicaments avec des gants ou des protections adaptées, puisque ce sont des molécules chimiques, les médicaments, donc il y a un risque d'allergie pour vous comme pour le patient. Il y a un risque de réaction locale, donc il faut se laver les mains avant et après avoir manipulé chaque médicament et appliquer les recommandations locales de chaque établissement. On ne jette pas un médicament dans les toilettes ou dans l'évier, on a un circuit dédié et il faut surtout faire attention aussi puisqu'il existe des médicaments cytotoxiques, donc ce sont des médicaments anticancéreux qui se jettent dans un circuit encore impar avec un risque chimique avéré qui est traité selon une évacuation des déchets de façon plus spécifique. En conclusion, donc, il est vraiment très important de maîtriser les risques sur chaque étape du circuit du médicament. J'espère que vous l'aurez compris et que vous l'aurez pris en pleine conscience. C'est pas vous faire peur, c'est juste connaître les risques qui sont liés à l'exercice de votre métier pour justement l'exercer de façon encore plus consciente et savoir que bah oui, tout métier comporte un risque. Et nous, on travaille avec des humains, donc c'est vrai que la finalité peut avoir des conséquences un peu plus importantes que quand on travaille pour fabriquer, mais bien que si on fabrique des choses dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'industrie automobile, s'il y a un défaut de conception d'une voiture ou une erreur dans la fabrication d'un aliment, on peut très bien aboutir soit à un accident, soit aboutir à des problèmes d'intoxication alimentaire. Donc, tout métier comporte des risques, il faut juste les avoir en conscience pour travailler avec et pour justement avoir les bons réflexes quand on se sent en insécurité ou quand on se dit attention, là je suis dans une situation à risque, du coup je m'arrête ou je demande à ce qu'on me vérifie. Ce qu'il faut aussi avoir en conscience, c'est que les problèmes récurrents, ce sont souvent entre les acteurs, entre les différents métiers, entre les interfaces, entre les différents logiciels, puisque vous verrez dans les établissements dans lesquels vous passerez, vous n'avez jamais qu'un seul logiciel unique, vous en avez plusieurs. Donc soit ils communiquent bien entre eux, soit des fois la communication entre les logiciels s'arrête. Il faut les relancer, du coup ça a créé un retard par rapport au suivi. Donc tout ça, la communication informatique ou verbale ou écrite avec ses propres collaborateurs, avec ses homonymes dans le métier, avec le médecin, avec l'AS, avec le pharmacien, avec le préparateur, c'est primordial. Vous avez une place forcément assez importante, mais comme tous les protagonistes du circuit du médicament,
Le fait est que vous êtes en bout de chaîne, donc c'est vous qui faites le contrôle ultime avant d'administrer aux patients. Donc normalement, en amont, vous avez eu le médecin qui a prescrit, qui a concouru, qui vous a aidé par rapport à la sécurisation. Vous avez la pharmacie avec le préparateur et le pharmacien qui vous a également aidé sur cette prise en charge. Et c'est vrai que c'est vous en bout de chaîne qui devez faire le double contrôle de tout ce qui s'est passé avant. Et il faut être à l'aise surtout et se dire que déclarer que l'on s'est trompé, c'est pas grave, ça doit être naturel et ça aide à avancer, ça aide pour vos collègues et pour vous à trouver de meilleures organisations et surtout à prendre conscience que l'on peut faire des erreurs. Il faut travailler dessus, partager ses expériences pour éviter de reproduire des erreurs plus graves dans le futur. Et c'est bien ce que l'on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc même si vous êtes sûr de vous, si vous dites que voilà, il y a tel ou tel médicament que je dois préparer avec telle et telle concentration, il y a un produit en croix, bon, et ben oui, ben, j'appelle ma collègue infirmière quand elle est disponible pour qu'elle vérifie mon calcul et que je sois sûre d'avoir fait le bon calcul, la bonne concentration. Il vaut mieux attendre 5 minutes et avoir vérifié son calcul plutôt que de ne pas vérifier et s'en rendre compte après. Donc ça, c'est vrai quand on est à froid comme ça semble facile. Des fois, quand on est dans l'exercice du métier et que voilà, on est sollicité par une famille, qu'il y a un arrêt et que, mais justement, c'est justement ces situations-là qui sont à risque. Effectivement, vous risquez de prendre du retard dans le suivi de vos soins, mais n'empêche qu'il ne faut pas vous mettre en insécurité pour autant. Alors après, je voulais vous faire quelques petits focus toujours sur les risques liés à la médication. Donc nous avons l'Agence nationale de santé des médicaments qui a publié depuis plusieurs années une liste de médicaments à risque qui s'appelle les Never Events, donc des événements qui ne devraient plus se produire. Donc en fait, ce sont des événements qui sont survenus soit en France, soit aussi beaucoup inspirés du système de santé anglais, et qui ont permis de faire des focus en fait sur un certain nombre de classes de médicaments ou de médicaments en particulier, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'administration, d'erreurs médicamenteuses ou d'événements indésirables graves liés à ces médicaments qui ne devraient plus arriver parce qu'on les connaît, on les maîtrise, et c'est juste une question de pratique au quotidien. Donc les différents Never Events sont tous résumés ici, donc vous en avez 12. On va regarder quelques-uns en particulier. Donc par exemple, l'administration du potassium, donc ça c'est quelque chose qui est connu et qui est reconnu depuis au moins 10 ou 15 ans. Donc il y a une alerte spécifique sur le chlorure de potassium par voie injectable qui doit du coup suivre une prescription bien rigoureuse, puisque dès lors qu'on peut privilégier la voie orale, on évite la voie intraveineuse. Si on est sur la voie intraveineuse, pour les hypokaliémies sévères, il faut effectivement pouvoir prescrire du chlorure de potassium injectable avec des ampoules qui existent, qui sont définies à 1 g pour 10 ml, donc elles ont leur concentration à 1 g pour 10 ml. On doit systématiquement les diluer dans du NaCl ou dans du G5. On n'administre jamais en direct une ampoule de KCl parce que le potassium injectable est hyper nécrosant, donc vous pouvez vraiment avoir carrément une veine qui se nécrose assez rapidement, et puis vous risquez d'induire une hyperkaliémie soudaine si vous administrez en bolus du potassium, alors que là, ce que l'on demande, c'est d'administrer maximum 1 g par heure, et si possible, de le faire en continu. De diluer le potassium maximum de concentration, c'est 4 g par litre. Donc il faut prendre en compte, par exemple, vous pouvez rajouter du potassium dans une perfusion de polyionique. Mais il faut savoir que dans le polyionique, on a déjà du potassium qui est présent. Donc il ne faut pas rajouter 4 g de KCl en plus dans le polyionique, puisqu'on a déjà du potassium présent dans le polyionique. Donc pour ne pas atteindre dépasser la concentration max, il faut regarder combien il existe de potassium dans le polyionique pour savoir combien on peut en rajouter en plus à partir d'une ampoule de chlorure de potassium. Donc pour aller plus loin, vous avez différents sites qui ont repris largement tous ces événements, tous ces never events qui ne doivent plus arriver.
donc soit sur l'ANSM.santé.fr. Vous avez les observatoires des médicaments et dispositifs médicaux et d'innovation thérapeutique qui existent dans chaque région. Vous avez même des e-learning qui existent sur les Never Events. Donc ça, je vous encourage à pouvoir les faire ou éventuellement à voir avec vos coordonnateurs ou à les faire vous-même sur votre temps libre pour voir un petit peu, c'est très bien fait. Un autre focus que je voulais faire, c'est sur le broyage des comprimés et l'ouverture des gélules. Donc ça, c'est pareil, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. C'est pas parce qu'une personne, un patient ne peut pas prendre un médicament qu'il est d'office écrasable ou qu'une gélule peut être ouverte. Il existe différents types de procédés de fabrication des gélules ou des comprimés. Certains ont des enrobements particuliers pour ne pas être attaqués par différents acides gastriques ou différentes enzymes. Tout comme certaines gélules, c'est pareil, sont entourées de certaines pellicules pour éviter d'être désagrégées trop tôt dans le tube digestif. Donc, il est important de connaître les différents médicaments pour savoir, si le patient peut ou pas prendre les formes sèches ou les formes dures. S'il a des troubles de la déglutition, il faut chercher à se renseigner pour savoir si tel et tel médicament peut être écrasé ou pas, une gélule ouverte ou pas. Donc, c'est essentiellement chez les personnes âgées qui peuvent avoir des troubles de la déglutition ou des troubles psychocomportementaux. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui mastiquent en permanence, donc on a beau leur donner des médicaments solides, en fait elles vont les garder dans la bouche et les mastiquer. Donc ça c'est pareil, vous avez certains médicaments qui peuvent créer des nécroses au niveau de la muqueuse à l'intérieur de la bouche, parce que certains patients auront gardé le médicament au lieu de l'avaler, l'auront placé entre la gencive et la muqueuse interne, et du coup, à force de mastiquer, ça va frotter, la substance active chimique va sortir, le comprimé va se désagréger, et du coup, ça va attaquer, par exemple, c'est un exemple, la muqueuse buccale. Donc tout ça, il faut vraiment bien l'observer au quotidien, comment se comportent les patients. Donc c'est également le cas en pédiatrie puisque toutes les formes adultes n'existent pas de façon adaptée pour la pédiatrie et les tout petits, bien entendu, ne peuvent pas avaler des gélules ou des comprimés. Le risque, effectivement, c'est aussi qu'ils fassent une fausse route ou qu'ils s'étouffent. On a également des patients qui sont porteurs d'une sonde nasogastrique ou carrément qui ont une gastrostomie. Donc ces patients-là, on va leur administrer les médicaments soit par la sonde, soit par la gastrostomie. Donc on ne va pas mettre un comprimé ou une gélule dure dans un petit tube épais comme ça ou dans une gastrostomie. Sinon, de fait, ça va se boucher. Donc il y a quand même eu une étude de fait au CHU de Rouen qui a montré que finalement, un patient sur trois reçoit un ou plusieurs comprimés ou gélules qui sont écrasées ou ouvertes et que dans 42% des cas, les médicaments ne devraient pas être ouverts, donc les comprimés ouverts ou les gélules ouvertes. Donc c'est pour ça que là aussi, ça nécessite une collaboration pluridisciplinaire entre l'infirmier, le médecin et le pharmacien. Quels sont les risques et pour qui? Donc les risques, effectivement, sont pour le patient, puisque si on écrase un comprimé, soit le principe actif va se libérer trop vite et auquel cas on court vers un surdosage, ou au contraire, s'il ne reste pas intègre, il ne va pas permettre une transformation de la molécule en temps voulu, ce qui fait qu'on n'aura pas l'effet escompté, on aura un sous-dosage. On peut avoir des toxicités locales, comme je vous le disais tout à l'heure, si on mastique certains médicaments, ça peut irriter, voire nécroser la muqueuse buccale. Et puis on peut avoir des contaminations croisées, si on mélange plusieurs médicaments entre eux que l'on écrase, il peut y avoir du coup des réactions chimiques entre les différents médicaments. Pour vous, pour les soignants, c'est pareil, vous avez un risque allergique, puisque en écrasant certains comprimés, vous pouvez avoir des vapeurs ou en tout cas de la poussière que vous pouvez inhaler ou qui peut venir se mettre sur votre peau et déclarer des réactions allergiques ou des réactions toxiques, notamment avec les anticancéreux ou certains immunosuppresseurs. Si vous êtes en contact direct avec ces médicaments, que vous les écrasez sans vous protéger, eh bien, certains anticancéreux, par définition, sont là pour tuer les tumeurs. Donc, ça peut être directement toxique au niveau de la peau. Et puis, il y a aussi des effets tératogènes si vous ne vous protégez pas bien. Donc, c'est-à-dire qu'une infirmière enceinte peut très bien, à force d'inhaler certaines particules de médicaments ou être en contact avec certains médicaments, le faire passer par la barrière placentaire et avoir des effets sur le bébé. Donc la règle pour les formes galéniques à ne pas écraser, donc ce sont les formes dites
LP à libération prolongée. Les gélules qui contiennent à l'intérieur des microgranules enrobés, vous pouvez parfois observer dans les services quand vous y serez, vous avez certaines gélules, vous voyez c'est de la poudre à l'intérieur, et puis d'autres, vous voyez qu'il y a plein de petits ronds dedans en fait, ce sont des microgranules, donc celles-ci on ne peut pas les écraser. Les comprimés sublinguaux, ça ne sert à rien de les écraser parce qu'en fait on les met directement sous la langue et ils se délitent eux-mêmes. Donc ceux-là ne seront pas avalés, donc il faut juste bien les placer sous la langue du patient et là le comprimé va se déliter de lui-même. Les comprimés gastro-résistants, c'est pareil, ils sont entourés d'une couche qui permet de résister aux acides de l'estomac pour que le médicament puisse être libéré après le passage de l'estomac. Et les médicaments dits multicouches, ça veut dire que c'est pareil, ils ont certaines protections, donc on ne peut pas les écraser. Donc dans tous les cas, c'est l'infirmier qui est l'acteur du broyage, mais c'est surtout vous qui observez le patient, qui le tracez, qui alertez le médecin. Le médecin, lui, peut réévaluer le traitement, peut voir s'il y a certains traitements qui peuvent être arrêtés. Il va également chercher des alternatives possibles, en collaboration avec le pharmacien éventuellement, pour savoir s'il existe des formes adaptées ou si tel ou tel médicament peut être écrasé, mais en tout cas, il faut se renseigner et avoir des données valides et valables sur ce fait-là. De la même façon que pour les Never Events, pour aller plus loin, vous avez également un e-learning qui est disponible sur le site de l'Omédite Centre Val-de-Loire, sur le bon usage des médicaments et qui justement traite de l'écrasement ou de l'ouverture des comprimés ou des gélules. Enfin, pour terminer ce cours, je voulais également vous montrer comment s'organise juste une partie du système documentaire de l'hôpital de Blois avec je voulais vous montrer différents types d'inforisques que l'on peut faire passer sur le médicament pour vous montrer que c'est de tous les jours. Donc là, par exemple, vous avez une inforisque qui date d'un peu longtemps, numéro 2, mais tout ça est disponible dans le système de gestion documentaire de l'hôpital de Blois, donc sur Caliweb, et qui montre que, par exemple, là, il y a un risque d'erreur puisqu'on a deux médicaments, donc la ropivacaïne à 2 mg par millilitre et celle à 7,5 mg par millilitre. Il faut bien lire les concentrations et les dosages parce que sinon, elles se ressemblent 100%. Donc ça, c'est un premier exemple. Par exemple, vous avez un autre. Donc là, c'est justement sur les informations que l'on peut avoir sur les différents médicaments et notamment les médicaments à risque. Donc sur le logiciel de prescription que nous utilisons à l'hôpital de Blois, qui est le logiciel Pharma, on a différents types de logos qui nous alertent sur le fait que le médicament est dit à risque et que l'on peut obtenir des informations supplémentaires en cliquant sur ces icônes pour savoir pourquoi il est à risque. On a notamment l'exemple du potassium, pour lequel une étiquette a été refaite et un intitulé a été complété pour bien mettre en alerte le prescripteur, la pharmacie et l'infirmier sur le risque. Donc ça nous dit bien concentration maximale 4 grammes par litre, vitesse max d'administration 1 gramme par heure. Et donc là, cet inforisque décrit où est-ce qu'on peut trouver les informations lorsqu'on est sur notre module d'administration pour aller plus loin et pour savoir. Donc on a une certaine partie qui nous donne des informations sur comment utiliser le médicament. Et si on va cliquer sur telle ou telle icône, ça nous dit attention, c'est un médicament à risque et ça nous emmène vers un lien qui nous explique pourquoi. On a également des liens qui nous emmènent vers la base de données médicaments qui est reliée à notre logiciel pour avoir plus d'informations sur les posologies, sur les administrations, sur les délais d'administration, sur les conservations de certains médicaments. Là, on en a encore un autre. Donc, c'est une inforisque sur les compléments nutritionnels qui nous permet de voir qu'on a eu des changements de traitement et que certains traitements peuvent également s'administrer que sur prescription nominative pour justement ne pas confondre en fonction du type d'apport que l'on veut faire. Donc ça rejoint quand même aussi le circuit des médicaments et la prescription médicale. Là, on en a une autre encore sur une insuline qui a été mise sur le marché il y a 4 ans,
Donc c'est la Toujeo, elle s'appelle comme ça, cette insuline. Et en fait, c'est une insuline qui est dosée à 300 unités par millilitre, alors que jusque-là, on a des insulines analogues qui étaient dosées à 100 unités par millilitre. Donc vous voyez bien qu'au niveau du dosage, on est à 3 fois plus. Donc c'est un risque puisque les insulines font partie des Never Events par rapport au risque d'administration et de confusion entre les insulines rapides, les insulines lentes et justement les concentrations pour lesquelles, de la manière dont sont formulées les insulines. Donc c'est forcément un risque et on a communiqué dessus. On a également une info-risque sur le risque d'écrasement, justement, qui rappelle les bonnes pratiques et qui explique, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui explique que sur notre logiciel, ici sur l'hôpital de Blois, un paramétrage a été mené justement pour que sur le logiciel de prescription, vous voyez directement la possibilité ou pas d'écraser le comprimé. Donc vous avez eu tout un paramétrage de fait. Donc quand vous voyez le E, ça veut dire écrasable, NE non écrasable, pour les gélules O ouvrables, NO non ouvrables. Donc c'est important d'avoir cette information directement, ça vous permet quand même de gagner du temps et de simplifier et de mettre en alerte le médecin si vous avez un besoin d'écrasement et que vous voyez directement sur votre plan de soins que vous ne pouvez pas écraser. Un autre type d'info-risque, nous avons celle-ci sur le Préviscan qui est donc un médicament anticoagulant, un AVK. Donc auparavant, le Préviscan était blanc et en fait on avait un autre médicament, le lisinopril, qui avait exactement la même présentation, blanc et quadrisécable, ce qui a généré des erreurs entre les deux médicaments. Alors que le Préviscan est un médicament à marge thérapeutique étroite et qui en plus peut créer soit des hémorragies, soit des risques de thrombose. Donc c'est vrai que c'est quand même un médicament très à risque. Donc tout simplement, il a été coloré en rouge, en rose, pour éviter qu'il ne soit confondu avec d'autres médicaments. Là aussi, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la similarité et la ressemblance des médicaments. Quand on a changé de marché, donc on a un antidépresseur qui s'appelle en nom de spécialité le Cymbalta, et puis on est passé un jour au générique, c'est donc le nom de la molécule, la duloxétine, 60 mg, qui ressemblait quasiment œil pour œil, dent pour dent, au Doliprane 500. C'est juste que quand on retourne, effectivement, on reste toujours dans notre règle des 5B, il faut bien lire le nom du médicament, le dosage. Mais c'est vrai que si on se fie uniquement à la couleur de la gélule, comme on peut le faire de façon un peu trop rapide, eh bien, on a un risque d'erreur. Donc, les barrières de prévention, ne jamais se fier à l'aspect visuel. Avant chaque administration, toujours bien lire la prescription et l'étiquetage. Donc ça fait partie de la règle des 5D. Ensuite, encore une ou deux. Donc là, vous avez également une info-risque concernant l'administration de l'eau et de la nutrition entérale. Donc la nutrition entérale, c'est une nutrition qui s'administre directement soit par une sonde nasogastrique, soit par une gastrostomie. À ne pas confondre déjà avec une administration par voie veineuse pour les nutritions parentérales. Le fait est qu'on utilise de l'eau pour préparation injectable pour rincer après le passage d'une nutrition entérale. Mais ce que l'on demande, c'est que le montage en Y d'une nutrition entérale et de l'OPPI ne se fasse pas parce que le risque après, c'est qu'un trop gros volume d'eau soit administré sans qu'on y prête attention et que du coup, le patient reçoive trop d'eau. Donc ce que l'on demande, c'est que l'eau pour préparation injectable soit uniquement utilisée dans des seringues pour faire un rinçage tout de suite après l'administration et non pas soit mis comme ça en dérivation en poche, puisque le risque, c'est qu'on dépasse l'apport hydrique. Ensuite, au niveau du risque de confusion des médicaments, je vous en parlais tout à l'heure également. Donc vous voyez, vous avez différents médicaments qui se ressemblent. Là, on a du perindopril et en dessous, on a du perindopril-indapamide, attention. Là, on a deux types d'ampoules qui se ressemblent, Hexacil buvable qui n'est donc pas injectable et de l'huile de vaseline.
Donc vous voyez que finalement, c'est pas que le parcours est semé d'embûches, mais donc je reviens toujours à cette manipulation, à cette application pardon, de la règle des 5 B. C'est toujours le bon médicament à la bonne personne au bon dosage. Donc lire systématiquement et attentivement toutes les mentions inscrites sur l'étiquette ou le blister. Voilà, après, pour terminer, on va faire une dernière sur la sécurisation des préparations en pédiatrie et en néonatologie, puisque par définition, c'est un secteur à risque. Donc, on avait toute une info-risque qui a été rédigée pour expliquer comment faire la préparation d'une préparation injectable en pédiatrie et en néonatologie. Donc toujours avec cette règle des 5 B ou des 6 B, avec les mesures d'hygiène associées et surtout on pointe les points critiques. Donc au cours des manipulations, ne jamais toucher le site d'injection de la poche, le corps du piston de la seringue, l'embout de la seringue ou le bouchon des flacons. Ne jamais recapuchonner une aiguille, ne jamais conserver d'unidose entamée. Donc voilà les différents types d'inforisques que je pouvais vous proposer. Il en existe plein d'autres. Si vous avez l'occasion d'être en stage sur l'hôpital de Blois, connectez-vous sur le logiciel Caliwell, donc c'est le logiciel de gestion des risques de l'hôpital. Vous tapez inforisque et vous tomberez sur toutes les inforisques qui peuvent exister sur l'hôpital de Blois. Elles sont répertoriées dans ce logiciel. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne continuation en tant que professionnel de santé. Et donc, n'oubliez pas, la confiance n'exclut pas le contrôle et ayez toujours conscience que vous pouvez être à l'origine de risques ou d'erreurs. Donc, le tout, c'est de savoir analyser son comportement, la situation dans laquelle on se trouve et qui peut nous mettre à risque pour toujours éviter d'arriver à quelque chose qu'on ne souhaitait pas. Voilà, merci, au revoir.